Bienvenue dans ce quatrième épisode d'Asset Builder. Alors aujourd'hui on est avec Clémence pour parler de portfolio IP, de marque et de dessin et modèle. Alors le management de portfolio IP, c'est un vrai travail d'équilibriste parce que le juriste doit protéger les parts de marché d'entreprise et anticiper les besoins opérationnels tout en contrôlant des budgets IP qui vont forcément naturellement vers le haut. La solution pour arriver, c'est d'être parfaitement aligné avec la stratégie d'entreprise pour réussir à faire les bons compromis. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Clémence. Clémence, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bonjour à tous, je suis Clémence Aubisson, je suis juriste spécialisée en propriété intellectuelle. J'ai exercé pendant près de 9 ans dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique et aujourd'hui, je travaille dans l'industrie des produits de sport, équipements et tout ce qui est matériel. Clémence, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le management d'un portfolio IP? Alors la gestion d'un portefeuille, moi je vais parler des marques, dessin et modèle et nom de domaine, pour moi peut s'envisager sous 2 volets et à la lumière de 2 notions très importantes qui sont la stratégie et la rationalisation. Alors le premier volet, c'est bien entendu de prendre soin de l'existant, des titres existants. Donc il va falloir gérer l'existant, l'animer, le faire évoluer en fonction des différentes étapes de la vie des titres. Ça peut passer par le renouvellement, par des étapes administratives comme les inscriptions, mais aussi la surveillance. Et à la lumière de cette surveillance, on peut bien sûr rencontrer des étapes de précontentieux ou de contentieux. Le deuxième volet, ça va être dans la continuité de tout ce qui est chronologique, c'est de gérer l'avenir, de pouvoir anticiper avec les projets, toujours en corrélation avec la vision d'entreprise, avec la stratégie commerciale. Ça va être donc d'accompagner les projets, principalement donc en tenant compte, on va dire, des pays de dépôt. Donc ça, c'est une notion qui est très concrète, mais qu'on a besoin de prendre en compte lors d'accompagnement des projets. Ce qui est important également, c'est de prendre en considération non pas que l'ouverture des territoires de commercialisation, mais aussi la stratégie digitale de l'entreprise, on en a déjà parlé, avec bien entendu le pendant de la marque, je parle principalement de la marque, qui sera le nom de domaine qui va accompagner l'expansion, on va dire, l'extension commerciale sur Internet notamment. Voilà pour ce qui est de la gestion du portefeuille. Simplement un dernier point avec cette notion de rationalisation qui est très importante, puisqu'elle permet d'avoir un portefeuille efficace, d'un portefeuille avec des titres que l'on va pouvoir mettre en œuvre, mettre en application facilement. Et également une notion qui est très importante maintenant, pas que maintenant au sein de l'entreprise, mais qui doit avoir son importance, c'est avec une rationalisation, on a bien entendu un budget qui est tout autant mieux maîtrisé. On aime bien comprendre concrètement comment ça marche. Est-ce que tu peux nous décrire étape par étape comment est-ce que ça se déroule, le lancement d'un nouveau produit sur le marché pour les juristes IP? C'est quoi le step pour cocher toutes les bonnes cases? Donc concernant le lancement d'un produit, l'étape principale pour le juriste IP, donc, c'est d'avoir une présentation du projet et d'être intégré, notamment pour ces questions de marque, dans ce qu'on appelle les réunions de brainstorming, des réunions qui peuvent être réalisées en interne ou avec l'aide d'un prestataire de ce qu'on appelle le branding ou de naming, puisque le juriste va pouvoir participer et aura déjà les premières données pour pouvoir analyser voilà, de la possibilité d'enregistrer le nom à titre de marque ou pas. Donc je dirais que ça c'est l'étape principale, puisqu'après, une fois qu'il a récupéré l'ensemble de ces données, il pourra travailler, faire sa recherche d'antériorité et pouvoir décider d'une stratégie de protection en adéquation avec le projet du marketing. Ce qui est important de noter également concernant ce process, c'est qu'il peut y avoir on va dire des étapes qui sont propres à l'activité de l'entreprise. Je pense par exemple, moi, de mon expérience à ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique, où justement il est important d'avoir un calendrier bien défini, bien en amont, avant le lancement du produit, pour permettre par exemple un système de navette entre les équipes pays et les équipes réglementaires, puisque par exemple pour le nom du médicament, celui-ci doit être disponible en tant que marque, mais également être validé par les autorités réglementaires. Donc ça, on a déjà eu, de mon expérience
des déconvenus, et c'est vrai que le temps passe vite, et en ayant voilà, des navettes entre les différentes équipes, on peut perdre beaucoup de temps jusqu'à arriver au point fatidique du lancement du produit. Donc c'est des notions qu'il faut garder en tête, cette notion de temps. Je dirais à minima être impliqué 18 mois, voire 12 mois avant le lancement du produit, parce que là encore, comme je disais, on peut avoir euh, bien entendu les résultats d'une recherche d'antériorité avec une évaluation de la disponibilité du nom, et décider par la suite avec l'équipe marketing d'aller contacter des tiers pour pouvoir signer des accords de coexistence. Et là encore, ça suppose du temps, ça suppose des négociations, avec peut-être à l'issue voilà, une décision négative, et du coup on repart sur un nouveau process. Donc voilà pour ce qui est de l'implication du juriste IP, en sachant que pour le lancement du produit, là encore ça ne s'arrête pas avec on va dire, la disponibilité et l'enregistrement du nom. Puisque le lancement sur le marché, ça va participer à la publicisation, on va dire, du nom ou de la forme du produit. Et c'est à ce moment-là que, j'allais dire entre guillemets, les ennuis peuvent également arriver, avec justement la, la mise à, on va dire, la publicisation et la communication au tiers de ce nom ou de cette forme, et qui peut engendrer, on va dire, là aussi des déconvenus. Qu'est-ce qu'on fait lorsque le marketing veut absolument une marque, mais qu'elle n'est pas disponible? Est-ce que tu peux nous raconter une fois où tu as pu procéder à un rachat, un accord de coexistence? Comment est-ce que ça se passe en pratique quand c'est vraiment un enjeu d'avoir cette marque et pas une autre? Personnellement, j'ai pas rencontré de cas de rachat. C'est une option que n'envisage pas. Pourquoi? Parce qu'elle est chronophage, parce qu'elle est extrêmement coûteuse également. Là encore, on peut se retrouver sur un petit peu la même problématique que pour une nom de domaine, avec des tiers mal intentionnés, par exemple, qui ont eu vent du dépôt ou de l'enregistrement d'une marque, d'un lancement de produit dans tel ou tel pays, et qui se dit pour son pays, tiens, le nom est disponible, je vais enregistrer la marque, et puis j'attendrai qu'on sonne à ma porte pour pouvoir négocier un éventuel rachat. Donc ça existe également pour les marques. J'ai pu le rencontrer, et généralement c'est une voie sans issue, à moins vraiment de mettre la main au portefeuille, et encore je pense que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Donc c'est clair que la solution qui peut être envisagée vraiment en dernier recours, c'est l'accord de coexistence. Euh, j'ai pu justement négocier des accords de coexistence dans des cas vraiment très 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 rares mais particuliers. C'était le cas où le marketing était dans cette situation que je décrivais précédemment, où c'était vraiment ce nom et pas un autre. Vraiment, si on pouvait avoir ce nom, ce serait super pour le lancement. Donc on fait cet effort-là, en sachant qu'à partir du moment où on contacte un tiers, forcément on le met au courant de plus ou moins du projet, et en sachant pertinemment que si on va sur cette voie-là, donc le risque est assumé, et on sait que c'est oui ou non. Bon, oui, on est très content. Non, on sait qu'on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on repart sur un circuit d'évaluation de nom. Beaucoup de gens voient un peu l'IP comme une formalité administrative. Et comment est-ce qu'on arrive à créer une vraie culture de l'IP en interne, de dire bah, l'IP c'est quelque chose de sérieux, et si on le fait pas, on est en train de créer pour le concurrent, quoi. De par mon expérience, il est clair que dans le domaine pharmaceutique et cosmétique, on va dire que c'est le brevet qui a la primeur, qui a toutes les faveurs, parce que c'est vraiment considéré comme l'outil de valorisation ultime, hein, l'outil qui est créateur de valeur. Pour autant, voilà, je me fais l'avocat des marques, et de défendre l'importance des marques, tant au niveau marketing qu'au niveau, bien entendu, stratégique pour l'entreprise, hein, ne serait-ce que pour des questions de contrefaçon. Et il est important de faire, si ce n'est pas le cas dans l'entreprise, hein, de faire, on va dire, tout ce qui est formation et enseignement, pour pouvoir sensibiliser les opérationnels à leur importance. Mais encore une fois, moi je pense que dans les grosses entreprises, les équipes ont vraiment conscience de l'importance et du soutien, en fait, hein, du soutien que peut leur apporter l'API, parce que la marque ou le brevet, c'est pas forcément qu'une seule mention commerciale, hein, marketing. C'est clairement un outil qui va permettre de capitaliser
de faire du chiffre, hein, puisqu'on va justement s'arroger un monopole sur une formule, sur un nom, sur une forme. Et je pense qu'il est clair que à partir du moment où les équipes sont sensibilisées à cette importance-là, forcément la relation se met beaucoup mieux en place avec les équipes juridiques, avec les équipes IP pour pouvoir mettre en place des stratégies qui sont clairement efficaces et clairement pertinentes. Mais pour autant, on ne pourra pas, enfin, moi je pars d'expérience, on ne pourra quand même pas dissocier l'IP de tout ce qui est administratif parce que clairement ça fait partie du travail, ça fait partie de l'accompagnement du portefeuille, hein. Donc, j'en parlais précédemment, voilà. Il y a des procédures de dépôt, des procédures de renouvellement, et pour autant, les équipes opérationnelles n'ont pas à être informées de cet aspect-là. C'est ce qu'il faut vraiment essayer de valoriser, c'est la plus-value, voilà, la plus-value des équipes pays et la plus-value des titres. Comment est-ce que les juristes ils peuvent faire pour rester alignés justement aussi avec la stratégie de l'entreprise? Les opérationnels comprennent les enjeux de l'IP et ils viennent te solliciter en amont, mais côté juriste, comment est-ce que tu fais pour rester en phase en fait avec les enjeux business? C'est quoi les bonnes pratiques? C'est clair que le juriste se doit de rester informé de l'activité de l'entreprise et parfois c'est un petit peu compliqué. Ça passe principalement par un partage d'infos de la hiérarchie et d'être impliqué dans des réunions stratégiques. Pour autant, le juriste pays voilà, ne siège pas au COMEX ou au CODIR. Je dirais que c'est principalement un travail personnel là, hein, voilà, de recherche, de se tenir informé, d'aller à la pêche aux infos. C'est très important d'être curieux quand on est juriste. Donc pour moi, ça passe par voilà, cet échange d'informations et s'il n'est pas là, d'un travail, d'un travail de recherche, de quête personnelle. Dans quel cas est-ce que tu recommanderais d'internaliser par rapport au fait d'externaliser en fait la gestion du portfolio IP? Et c'est quoi les missions stratégiques que l'entreprise doit conserver à ton avis en interne versus celles qu'elle peut déléguer à des conseils externes, des avocats, des CPI? Alors, je pense que la question de l'internalisation ou de l'externalisation du portefeuille n'est pas dépendante de la taille du portefeuille. Voilà. C'est clairement une stratégie d'entreprise qui est plus dépendante de l'activité. Si tu as une activité importante qui nécessite justement de l'évaluation et du travail de juriste pays, là pour moi c'est important de rester internalisé. Parce que tu gagnes de la valeur. Voilà. Tu gagnes de la valeur en étant justement au cœur des projets, en étant en interne dans l'entreprise pour pouvoir avoir un maximum d'informations. Je pense que si tu as une activité qui est croissante, même importante à un instant T, c'est important de recourir à un juriste en interne. Alors bien entendu, ça dépend forcément des budgets hein, qui peuvent être alloués par l'entreprise. Ça dépend des moyens humains et financiers principalement. Je pense que quand tu as un portefeuille qui ne nécessite en gros, hein, parce que là encore c'est avec des guillemets, parce que moi je suis à 100% partisane de l'internalisation du portefeuille pays. Si tu as à la limite que des procédures, un petit portefeuille avec, ou à la limite un gros portefeuille, mais un vieux portefeuille avec que des procédures administratives qui ne nécessitent pas forcément d'input stratégique, un portefeuille bien rationalisé, dans ces cas-là, je pense que tu peux externaliser à un cabinet ou un prestataire externe. Pour autant, voilà, c'est pas quelque chose que je recommande parce que là encore, il y a toujours une plus-value à travailler en interne avec les équipes pour justement soit justement faire évaluer le portefeuille existant, soit justement créer de la valeur en anticipant d'éventuelles stratégies de protection ou justement en revoyant la stratégie plus globale de l'entreprise en termes de pays. Est-ce qu'il y a certaines activités que tu peux, parce que tu peux trouver un modèle entre les deux, quelque part un hybride où tu internalises une partie, et puis peut-être que des choses comme le renouvellement, la veille, eh bien, tu vas pouvoir les externaliser à des entreprises qui vont avoir des meilleurs outils et vont pouvoir faire ça plus rapidement et plus efficacement parce qu'ils sont vraiment spécialisés sur ces choses très particulières. Ouais, ouais, non, tout à fait. Enfin, ça c'est. Après, encore une fois, ça dépend de ce que je disais, des moyens humains, des moyens financiers, parce qu'après
tout peut se faire. Voilà. Le juriste, il peut être en interne pour justement gérer les projets au plus près avec les opérationnels. Une fois qu'on a une stratégie de protection qu'on a déposée, bon voilà, on peut passer la main entre guillemets, hein, même si c'est quelque chose qui me plaît pas forcément. Se dire qu'on passe la main et dans ces cas-là, parce qu'on n'a pas forcément aussi, comme tu disais, les outils qui sont quand même assez coûteux, voilà, que ce soit des logiciels ou voilà, des outils de surveillance. Donc c'est un choix à faire, mais bien entendu que je pense que c'est principalement sur ces notions de renouvellement et de surveillance qu'à la limite c'est peut-être un peu moins pertinent de conserver une gestion internalisée. Selon toi, qui doit payer les marques et même les renouvellements? Est-ce que c'est le département imputé sur le budget du département juridique ou le département marketing? Est-ce qu'il existe des stratégies différentes de refacturation en fonction des entreprises? Et c'est quoi les implications quoi, de ces choses-là? Alors personnellement j'ai connu les deux et personnellement, même si bon les deux peuvent tout à fait se réaliser, je pense il est plus pertinent d'imputer la facturation sur le marketing. Pourquoi? Parce que même si le marketing est sensibilisé à l'importance ou à la pertinence de l'API, il n'est pas pour autant responsabilisé. C'est-à-dire que, bon, on se retrouve plus, je l'ai déjà dit, on se retrouve plus dans cette situation où on va déposer je ne sais pas combien de noms de marques dans je ne sais pas combien de pays. Donc ça, ils ont la notion, si tu veux, bon, voilà, de rationalisation. Pour autant, on peut se retrouver avec des équipes marketing qui sont un petit peu déconnectées, un petit peu, voire beaucoup déconnectées, question budget, et te demander des recherches sur 5 à 10 noms, et puis on dépose, mais en fait, on ne va pas l'exploiter. Donc en fait, toutes ces notions-là que nous, on n'a pas forcément, parce qu'il y a forcément un manque d'information, et on se dit, ben, c'est dommage parce qu'on dépose, donc on passe du temps là-dessus, on passe de l'argent dessus, et puis in fine, ben, les équipes marketing se retrouvent détachées. Quel outil est-ce que tu recommanderais, toi, pour la gestion d'un portfolio IP? C'est quoi tes préférés, si tu peux en citer quelques-uns, peut-être? Alors, l'outil le plus abouti que j'ai pu éprouver et qui était, voilà, je recommande pas forcément, mais qui pour moi est très bien, c'était Anaqua. Pourquoi? Parce que ça a vraiment été un palliatif. Alors la plupart des entreprises se retrouvent sur le serveur avec des dossiers, des sous-dossiers, voilà, où tu enregistres tes documents. Là, la possibilité qu'offrait Anaqua, c'était vraiment d'avoir l'équivalent du dossier physique, en fait, du dossier marque physique sur l'ordi, voilà, avec des documents numérisés, du drag and drop en plus voilà, qui était hyper pratique. Donc nous, c'est ce qu'on utilisait donc en palliatif à nos dossiers papier, mais pour la gestion, bien entendu, de portefeuille, là aussi, l'outil était très abouti, avec la gestion des échéances, la possibilité de se créer un vrai tableau, on va dire, un vrai bureau avec les échéances importantes. Donc il y avait vraiment le moyen de faire un suivi, de pouvoir évaluer aussi la gestion, l'activité hein, du service ou l'activité du juriste. Toutes ces notions qui sont de plus en plus importantes, notamment en termes de performance hein, de département. Voilà, après, bon, j'ai travaillé sur CPA, qui est aussi un bon outil. Je ne connais pas tous. Mais il est clair que si on a un gros portefeuille, c'est le passage incontournable hein, d'avoir ce genre d'outils. C'est clair, c'est un budget, mais pour autant, c'est une sécurité en plus. Et puis, forcément, je pense que c'est un travail qui est tout autant facilité parce que tu as la possibilité avec peut-être avec CPA par exemple, hein, je pense que maintenant avec la plupart des outils, tu as la possibilité d'être directement en contact avec tes cabinets locaux, puisque forcément tu vas travailler, si tu as un gros portefeuille et que tu es présent à l'international, tu travailles dans les cabinets étrangers. Donc tu as la possibilité d'échanger directement avec les cabinets ou d'envoyer les instructions directement au cabinet en t'évitant un mail ou juste voilà, en cochant une case. Donc là, ne serait-ce que pour les renouvellements, c'est quelque chose voilà, qui est très très facilitateur. Mais si tu as un petit portefeuille et que tu n'as pas de budget, bon, je dirais que le bon vieux fichier Excel, ça reste quand même la solution, avec, voilà, avec les risques que ça comporte
Mais de toute façon, que tu un fichier Excel ou que tu un outil dédié, les données sont rentrées plus ou moins manuellement, donc il y a toujours le risque on va dire, d'erreur humaine. Pour autant, voilà, dans ton fichier Excel, tu choisis les données qui sont pertinentes et puis je pense que c'est un outil qui est tout aussi fiable pour gérer les échéances ou ajouter des commentaires. Alors c'est clair que tu peut-être tu n'auras pas forcément l'équivalent d'un dossier numérisé, mais je pense que c'est une solution voilà, qui peut quand même dépanner voilà, les juristes pays en herbe ou alors les tout petits, les petits services. C'est quoi les indicateurs clés que tu regardes pour piloter ta stratégie de protection et mesurer finalement la performance de l'IP? Donc les données qui seront principalement étudiées, ce seront le nombre de dépôts versus peut-être les enregistrements, puisque là aussi il y a une donnée qui est importante, c'est de se dire est-ce que mon dépôt est allé jusqu'à l'enregistrement? Est-ce qu'il y a eu, entre guillemets, un couac euh, dans la procédure? Ça permet justement, je pense, d'évaluer de façon pertinente euh, peut-être le travail réalisé par le juriste en amont. Ce qui peut être intéressant en termes de performance, c'est peut-être de faire le ratio. Je pense par exemple pour les renouvellements. C'est pas de savoir le nombre de marques que tu vas renouveler, c'est peut-être de savoir le nombre de marques que tu avais renouvelées et que tu renouvelles. Et si tu en renouvelles moins, peut-être que, bon, c'est certes un indicateur de l'activité, on va dire, plus globale de l'entreprise, parce que peut-être que si tu abandonnes, c'est que voilà, forcément tu n'en as plus besoin. Mais c'est pour moi un outil pertinent dans le sens où ça veut dire que tu auras mis en place une vraie procédure de rationalisation. Néanmoins, moi je reste convaincue que le meilleur outil d'évaluation de la stratégie pays, on va dire en amont hein, du jury, ce serait de se dire bon, bah, à partir du moment où j'ai déposé une marque et qu'elle est enregistrée, que la vie de la marque est tout à fait paisible, et je n'ai pas de tiers qui se manifeste, que je n'ai pas eu d'opposition, voilà, ou de contentieux précontentieux, c'est là où je me dis que le travail du juriste a été bien fait, dans le sens où le risque a, a été, euh, a été bien évalué. Si l'opposition ou le litige se produit, et que c'est en adéquation avec le risque qu'avait évolué le juriste, ça ne peut pas lui être reproché. Voilà, voilà. Je pense que chaque donnée est importante et doit être mise en lumière avec ce qui avait été décidé en amont. Mais clairement, pour moi, voilà, l'enregistrement d'une marque et une exploitation paisible, c'est l'indicateur voilà, vraiment d'un travail performant de juriste pays. On demande toujours aux juristes de faire plus avec moins. Et c'est particulièrement vrai avec la crise qu'on vient de traverser, parce qu'il y a beaucoup de départements IP qui ont réduit drastiquement leur budget dans l'attente de voir ce qui allait se passer. C'est quoi les stratégies de cost cutting que tu peux mettre en place sans pour autant mettre en danger le patrimoine immatériel de l'entreprise? Alors, je dirais que ça tient principalement à la notion que j'évoquais au tout début, la notion de rationalisation. Là où on fera des économies, c'est sur la gestion d'un portefeuille rationalisé, qui sera complètement en adéquation avec la stratégie commerciale de l'entreprise, dans le sens où on va pas faire ni trop, ni pas assez. C'est-à-dire qu'on aura le portefeuille qui est pertinent, dans des pays où l'on sait que, par exemple, on va commercialiser, dans lesquels on est déjà présent. Donc ça, c'est important. Ne plus faire ce que l'on faisait, voilà, ce que je n'ai pas connu, mais qui a existé, hein, puisque j'ai pu en attester il y a 30 ans. C'était déposé voilà, dans une trentaine de pays, quarantaine, soixantaine de pays, en se disant que de toute façon, on revendiquait un monopole, on était bien content de l'avoir, mais pour autant, s'il n'y avait pas d'exploitation, ben, moi, je ne voyais pas forcément l'intérêt à avoir une coquille vide, puisque si tu n'as pas d'exploitation, ben, ton droit, il est largement affaibli. Donc moi, je pense que voilà, la stratégie principale, c'est celle de la rationalisation. C'est bien entendu d'être toujours au contact des opérationnels. Euh, donc c'est pas forcément sur les moyens, parce que pour moi ce serait une erreur. Il est clair que les entreprises, en termes d'activité, ces derniers mois, ont vraiment réduit. Pour autant, je reste persuadée que les problématiques pays demeurent, voilà, demeurent et doivent rester justement
dans le viseur. Pour autant, pour moi, la stratégie principale de cost cutting, ce sera cette stratégie de rationalisation, de vraiment veiller à ce que mon portefeuille soit en adéquation avec ma stratégie commerciale, avec l'exploitation que je vais faire de ma marque, de mes noms de domaine, d'anticiper, parce que plus j'anticipe et mieux j'anticipe, moins j'ai de soucis a posteriori avec, on va dire alors ce qu'on me disait, des possibilités de rachat, ça c'est très très rare, mais voilà, c'est inenvisageable parce que c'est extrêmement coûteux. Mais à partir du moment où j'ai anticipé suffisamment tôt avec les équipes marketing, bon, forcément je m'évite aussi des contentieux qui sont voilà, qui sont chronophages et qui sont également coûteux. Donc pour moi, ce serait principalement cette notion voilà, de stratégie, encore une fois, la boucle est bouclée, de stratégie et rationalisation qu'il faut vraiment garder en tête quand on doit gérer un portefeuille de façon la plus efficace possible. Merci d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a été utile et que vous aurez appris des choses avec Clémence. On se dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Asset Builder.